Erev Tov, Chodesh Tov. Voilà, ça c'est fait. Ça tombera pas plus bas. C'est quoi? Comme ça s'est fait. Erev Tov, Chodesh Tov, on s'approche de Chag Pesach. J'ai presque envie de vous dire déjà Chag Sameach. Chag Sameach dans la mesure où j'imagine qu'il y a déjà des gens qui sont retournés en esclavage. Alors justement, non, je suis retourné en esclavage. J'ai commencé à nettoyer. Il y a un terroute. Il y a un terrout? T'as qui va coucher, non? Ouais, c'est un terrout ça? Alors. Mais la poussière n'est pas Hametz, hein. Alors c'est ça, justement. Alors, ma phrase d'introduction à nos... On va avoir deux cours sur Chag Pesach. Et la première phrase d'introduction c'est de dire, et c'est pas seulement vrai pour Pesach, c'est vrai pour toutes les fêtes juives et vrai pour tout Bichlal le judaïsme, il faut être normal. C'est-à-dire, y compris pour le nettoyage de Pesach, il faut être normal. Maintenant, je sais que cette phrase-là, elle rentre en friction totale et en contradiction totale avec des millénaires de minagim, de sponjot. Et donc, l'homme échané, ce qu'on va dire au niveau de la halakha, ça ne changera rien. Kachazé. Même si on sait que la poussière n'est pas Hametz, même si on sait que Batachles dans une famille où il n'y a pas de petit enfant en bas âge, ou, comme dit la Gemara, de poules. Non, parce que la Gemara elle dit, si tu as des enfants en bas âge ou des tarnégolotes, babait, alors tu dois vérifier dans chaque recoin parce qu'il peut y avoir du Hametz partout. Comme j'ai pu retrouver une gaufrette dans mon tiroir de chaussettes cet après-midi. Et quand j'ai demandé à mon fils qu'est-ce qu'elle faisait là, il m'a dit « Ah, tu l'as retrouvée !» Donc voilà, et il l'a mangé, évidemment. Bravo. Donc, en malasot, il faut être normal. Ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, enfin, je suis très présomptueux, mais l'objectif, c'est que, avant Chag Pesach, on sache de quoi on parle. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'on étudie la Haggadah, pour que vous n'ayez pas à la lire. Je m'explique. Vous allez la lire, très bien, tatapa, patapoum. Aval. Le soir du Seder est un jour de fête. Donc, un, on n'est pas obligé d'être complètement mort parce qu'on a nettoyé chaque grain de poussière de la maison. Et deux, on n'est pas obligé de rendre cette soirée-là. On n'est pas tous des gens qui sont sortis de la yeshiva. On n'est pas tous des gens qui sont à la yeshiva et qui ont envie de parler toute la soirée. Il y a des gens, je ne sais pas combien vous allez être respectivement dans vos soirs de Seder, mais il y a des gens qui ont des invités, des gens bien, des gens normaux, qui n'ont pas envie d'attendre 2h30 avant de pouvoir manger. Ça commence déjà tard, je parle même pas de ceux qui sont encore en France. Ça commence tard, le temps qu'on mange, on n'est pas obligé de rendre ça rébarbatif, saoulant et ennuyeux. On n'est pas obligé de faire tous les pérouchim possibles et imaginables pendant la lecture de la Haggadah. Conseil pratique que j'ai reçu du Rav Cherki, mais qui à mon avis est dit partout. Si vous avez envie de faire des divrei Torah pendant le Maggid, maximum 3. Et de maximum 2 minutes chacun. Zéro. En personne. En tout. Parce que, je sais pas comment vous êtes chez vous. 10 personnes autour de la table. 40. Ribbon Shalola. Trouvez des idées, faites des jeux, faites des trucs, mais... Vous le bénissez. Tu viens de couper la parole à Nathan sur le Pessah. T'as vu, c'est fini. Pourquoi? Il peut en faire 3. 32 minutes. 32 minutes. Non, par contre, quand est-ce que tu gardes tes grands divrei Torah? Le repas. Non, le repas, lâche-toi. Les gens, ils ont mangé, machin, c'est pseudo. Quoique, il faut pas en faire trop non plus, parce qu'ils doivent continuer et finir le Hallel. C'est-à-dire, mais bon. Mais quitte, il faut être normal, et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. La mitzvah principale, c'est de raconter. Et le problème, c'est que c'est tout sauf ce qu'on fait le soir du Pessah. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas le soir de Pessah? Parce qu'on est occupé à faire autre chose. On est occupé à lire. Lire la Haggadah. Or, l'objectif, c'est pas de lire la Haggadah, mais c'est de raconter la sortie d'Égypte. Je dis pas qu'il faut pas lire la Haggadah. Il faut lire la Haggadah. Mais il faut surtout raconter. Et savoir comment raconter, ben c'est d'abord savoir ce dont on parle, quelle est l'histoire de Pessah véritablement. Donc, ce qu'on va faire, on va étudier tout simplement la Haggadah. C'est pas un truc qu'on doit faire le soir du Seder. On le fait maintenant et la semaine prochaine, pour qu'on n'ait pas à le faire le soir du Seder, et que le soir du Seder, on se concentre sur la Sipour. הרבה יותר כיף. Sipour, c'est mieux. Alors on y va. Vous allez voir que c'est une Haggadah qu'on connaît. Moi j'aimerais simplement vous donner des petits
tipim et voir qu'en vérité, il y a un fil conducteur qui vont amener au Maguid, et ça on y arrivera ce soir, et que le Maguid lui-même est construit de manière très claire. On va rentrer léat dans le vif du sujet. Bon alors, on rentre, et il faut bien comprendre que le soir de Pessah, je vous ai dit il faut être normal, c'est pour répondre à une autre problématique qui fait que toute cette soirée du Seder, elle sonne faux. Toute la soirée qu'on va faire, ou du moins qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a un truc qui sonne faux. On va voir que ce truc qui sonne faux, il revient et il revient et il revient. Peut-être pour que nous on se prenne conscience qu'il y a un problème. Vous allez voir de quoi je parle. Alors on arrive à la maison, tout va bien, et on lance Kadesh. Bon, là j'ai pas grand chose à dire. Kadesh c'est pas propre à Pessah. Chaque fête, Kiddush Hayom, Hakol Beseder. Une fois que j'ai fait mon Kadesh, je rentre dans les problèmes. C'est-à-dire, alors, vous avez vos Agadot. Vous pouvez prendre le début de la Haggadah, après le Kadesh. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de Kiddushim, hein, ça vous le savez. Qu'est-ce qu'on a après Kadesh? Ukrat. Qu'est-ce qu'on fait dans Ukrat? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Netilat Yadayim. Sans bracha. Qui se lave les mains? Chef de famille, tout le monde. Tous ceux qui Minagim. Ah, alors tu dis quelque chose. Attends, tu dis quelque chose d'intéressant. 2 secondes. Tu dis pourquoi on fait Kadesh Ukrat? Pourquoi on fait Ukrat? On va tremper quoi? Le marron, non pas le marron encore. On va tremper le karpas. Et alors? Donc avant de tremper, Ah, donc toi tu dis, parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Kol davar shetibulo bemashke, rav b'netilat yadayim. Tout ce qui est trempé dans l'un des 7 liquides qui est marchir le touma, tu dois te laver les mains. Et je vais en faire un petit sondage éclair dans cette assemblée ici. Qui le fait tout le temps? Je sais pas, par exemple, ça vous est déjà arrivé de tremper votre croissant dans le café? Café au lait? Faites Netilat Yadayim d'abord? Le lait, c'est un oseille qui est... Ouais? Non, je fais un sondage. Tu dis oui, je fais un sondage. Donc toi, tu fais. Tu laves tes mains. Non, tu laves ta pomme. Tu dois te laver les mains avant? Non, mais on lave en même temps les mains quand on lave la pomme. Ah, on se lave en même temps les mains? Non, c'est l'autre fesse. Mais on doit se laver les mains? On doit faire Netilat Yadayim quand on a lavé sa pomme? Comment ça? Ah, tu la sèches d'abord. Donc parce que tu la sèches d'abord, Azikvarlo, Chola le Kabel Touma. Il Chola le Kabel Touma, ok. Alors tu fais? Une pomme tamée, c'est meilleur. Ah, une pomme tamée, c'est meilleur. Hein. Alors non, je fais un petit sondage. Qui dans cette salle, à chaque fois qu'il va tremper quelque chose, dans l'un des 7 liquides, bon en l'occurrence nous ce qui nous intéresse, le lait et l'eau, c'est de manière générale le mainstream. Je vois pas beaucoup de gens qui trempent dans le sang, donc c'est CDR. Qui le fait? Allez, levez les mains. Donc il y a une personne ici, 2. Yoni, il fait. Non, il n'a pas envie de lever la main, laisse-le tranquille, il veut pas être Il a envie de tremper son petit gâteau lotus dedans, tu vois, tranquille. Mais il n'a pas envie de se prendre la tête à l'aide. Donc, même si Yoni lève la main, ça fera jamais que 3 personnes sur tout le monde. Et encore, c'est parce que vous êtes des Sfaradim. J'aimerais bien voir dans une communauté ashkénaze qu'il y ait une personne qui lève la main. Il n'y a pas. Et même chez les Sfaradim, on a la majorité de Sfarad ici, il y a 3 personnes qui ont levé la main. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas. Lama, c'est Katouf Bashulchan Aruch. Hein? Qui a dit l'onagu? Le Chaya Adam. Chaya Adam, il a dit c'est vrai que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut l'onag. Maintenant, moi ça me dérange pas que l'onagu. Aderaba, l'onagu, mais c'est la gamour. Alors à ce moment-là, pourquoi tout le monde se prend la tête le soir de Pessah et le fait? Im l'onagu. Ah, tu dis c'est pour poser la question. Seulement on n'a pas encore entamé le Maguid. On n'a même pas encore entamé le Veiga de Talebincha. On n'a même pas encore entamé le fait que je dois envoyer mon fils. Allez, il pose des questions. À la sortie d'Égypte, t'avais pas encore de minag. Que? À la sortie d'Égypte, on n'avait pas encore de minag. Donc l'onagou, ça te fait quoi? Non, l'onagu c'est par rapport au fait de tremper, de se laver les mains avant de tremper quelque chose. C'est à la fin. C'est quoi, là? Quand on est sorti d'Égypte, s'il y avait la halakha cette fois. Ah, tu dis quand on est sorti d'Égypte, la halakha c'était de se laver les mains. Il y a pas Qui encore t'a de dit? minag. Hein? Qui t'a dit? Il n'y avait pas encore Il n'y a pas non plus de Il n'y Torah. avait pas encore de halakha à ce moment-là non plus? Oui, mais c'est. La Torah elle existait quand même. Attends, je comprends pas. C'est le responsable. C'est pas parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, attention, par exemple, t'as entendu parler d'un Rav qui s'appelait le Rav Meir Yehuda Getz.
Le Rav Getz, c'était, donc Bismano, c'était le Rav du Kotel. C'était également le Rosh Yeshivat Amekoubalim Bethel, donc c'est bon, un rabbin de Ligue des Champions. Un ancien de Tunisie. Et il raconte que lorsqu'il était encore en Tunisie, qu'il apprenait le rabbanout, à un moment donné, il est arrivé au Ilchot Shrita, Vetrefot, Venyonim. Et il raconte qu'en Tunisie, ils n'avaient pas l'habitude de manger halak. Car, je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ici. Il dit, en Tunisie, on n'avait pas l'habitude de manger halak. Jamais. Et quand il est arrivé donc, au Shulchan Aruch, il dit que celui qui ne mange pas halak, c'est taref. Il est venu voir ses rabbins, ils lui ont dit, Rabotenu, on mange taref. Alors qu'il y a un Shulchan Aruch, Maran. Et ses rabbins lui ont donné une réponse extraordinaire. Ils ont dit, dis-moi, et avant Rabbi Yosef Karo, on mangeait pas de viande? Non. Rabbi Yosef Karo, il pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a d'autres rabbins qui ont pensé autrement. Donc, si tu veux, le fait est que Am Israël, il ne fait pas d'avoir Shitiboulo Bemashkecha Benetiat Edaim. Il y en a qui font. Le Rav Ovadia, il dit qu'il faut faire. Il y en a qui font. Je dis pas qu'ils ne font pas. Mais la majorité, l'écrasante majorité du peuple juif, elle ne fait pas. Mais la réponse simple, c'est que quand ils ont écrit la Haggadah, il y avait le minhag de le faire, donc ils l'ont écrit. Dama, t'en m'as dit. Parce que c'est Logique. Attends, mais par rapport à quoi tu dis? Quand ils ont fait la Haggadah, il y avait le minhag de le faire. Sinon, ça serait pas écrit. C'est quand qu'ils ont fait la Haggadah? C'est Agdola, non? Un Cheikh Neset Agdola? Non. Un Cheikh Neset Agdola, ils peuvent m'écrire dans la Haggadah, par exemple, Maaseh Berabbi Eliezer, Berabbi Yoshua, Berabbi Lazar. Non, ils ont concocté. La Haggadah, le Noussar de la Haggadah tel qu'on est aujourd'hui, c'est à Savoraïm. C'est-à-dire au 7e siècle. On est déjà plus Bezman Bet Amikdash. Donc c'est quoi l'histoire? Bien l'histoire, c'est tout ce que vous avez dit, mais venez on le met ensemble. Behemet, c'est quoi cette halakha que Kol Davar Shetiboula B'Mashkecha Benetiat Edaim? C'est parce que, lorsque je l'ai trempé, Azou Mourchar le Kabel Touma, il peut recevoir de l'impureté. Et quand moi je suis dans une époque où je vais au Bet Amikdash, et que je vais amener sur la table dans 2 minutes Korban Pessah, je peux pas être en mode Touma. Donc, je vais tremper mon carpas dedans, je peux pas être en mode Touma. Donc, je vais me laver les mains. Alors on ne le fait pas dans l'année. Lama lona agou omer chaya adam ki caché midai. C'est caché midai. Oui, parce que aujourd'hui, ça veut rien dire de se laver les mains avant de manger une pomme. Il n'y a pas de inyan touma vetahara. On n'a plus de Bet Amikdash. Et donc, behemet lona agou. Maintenant, le soir de Pessah, ken nagou. Pourquoi? Tout le monde, Ashkenazim, Sfaradim, pourquoi? Eh bien parce que on va ouvrir, alors désolé d'utiliser cette formulation très française, mais on va ouvrir le premier coup de gueule de la soirée. Il y en aura plusieurs. C'est le premier, on part en cacahuète et on dit « je ne suis pas d'accord ». Toute la soirée, on est là pour dire à Kadosh Baruch Hu « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ». Le premier « je ne suis pas d'accord », c'est quand je me lave les mains avant de manger mon carpas. Je ne suis pas d'accord. De quoi? De rester dans cette situation où l'on a. En gros, je suis en train de crier, clapper Mala en disant je veux mon Bet Amikdash. Je veux mon Korban. C'est le premier coup de gueule de la soirée avant même qu'on ait commencé à raconter toutes les histoires. Donc une fois que je me suis lavé les mains, bon après Minagim, est-ce que c'est le père, le chef de famille, celui qui va toucher le carpas? Non, mais chaîne. D'ailleurs, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui et la semaine prochaine, si vous avez un minag, vous gardez votre minag. C'est-à-dire, c'est le plus important le soir de Pessah. Donc c'est ma sorette numéro 1. Une fois qu'on a assez lavé les mains, on prend carpas. Ah, fait mode. C'est quoi le carpas? C'est quoi le carpas? Du céleri. Marloquette. Tu serais pas un peu ashkenaz sur les bords, toi? Il y en a plein qui le font. Parmi ceux qui le font, il y a moi. Parce que je choisis la solution de facilité. Dans la mesure où j'aime pas le céleri et j'aime bien les patates. Aval, soyons honnêtes. Mais soyons honnêtes. Pourquoi est-ce qu'on mange le carpas? Avant de savoir ce que c'est, pourquoi on mange le carpas? Non, c'est pas le maror. C'est pas le maror. Carpas, c'est un petit légume, en l'occurrence le céleri. Mais pourquoi on mange le carpas? Ouvrir l'appétit. Alakha, kedel iftoach et ateavon. Vas-y, ouvre l'appétit avec des patates. C'est 1 kilo. C'est pas du tout le rayon. Ah maman, la sorte qu'en Pologne ils n'avaient pas de céleri, ils avaient des patates, alors ils ont fait avec des patates. Maintenant, Besséder, c'est quoi le lignan du carpas? Carpas on a dit Behemet, le carpas c'est céleri. D'accord. Chavlam,
Lama on prend le céleri. C'est quoi notre coup de gueule lorsqu'on prend le karpas? Alors Nachon, Liftor Tate Avon, Zedarkam Shel Benechorin, c'est comme ça que font les hommes libres pépères, on est là, on s'ouvre le thé Avon, parce qu'on va se faire exploser l'estomac, on va se faire un repas de déglingo dans 2 secondes, donc on s'ouvre l'appétit, je veux bien. Mais pourquoi le karpas? Toute la soirée c'est de la symbolique. Alors là, Madafka karpas. Là, Madafka karpas. Eh bien les amis, c'est une explication absolument incroyable du Malbim, qui dit que le karpas, le céleri, d'où est-ce qu'on apprend le karpas? De Yosef. Yosef, il avait un habit particulier. C'était quoi l'habit qu'il a reçu de son père? Ktonet Passim. Omer Malbim Sham, que la Ktonet Passim, est-ce que c'est en longueur ou en largeur? Hein? C'est intéressant. Obélix vous dira que c'est, tout le monde le sait, c'est sur la longueur que ça amincit. Mais on ne sait pas. Le Malbim dit, non, on sait que c'est sur la longueur. Lama, qui c'est Ktonet Passim, et ça ressemble au mot karpas. Passim, karpas. Or, ce légume-là, le céleri, eh bien, il a des rayures sur la longueur. Oui, mais pourquoi Pardon? il y a pommes de terre? Oui, mais le karpas, c'est pas des pommes de terre. Non, attention. Le karpas, à la base, c'est un légume qui s'appelle le céleri. Malasot que les juifs qui étaient exilés dans les terres nordiques de Pologne n'avaient pas de karpas. Donc ils ont dû prendre ce qu'ils avaient sous la main pour faire qu'Eloujan karpas. Ils ont pris des pommes de terre. Mais c'est sûr que c'est pas l'idée, quoi. D'accord? Mais pourquoi Yosef maintenant? Ah, alors pourquoi Yosef maintenant? C'est Bidiou Kaïnian. Qu'est-ce qu'on va parler toute la soirée? Comment on est arrivé? On va parler de quoi? Non, pas seulement de l'Égypte, mais de la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, il nous faut un Koach Manea. Il nous faut un Koach Manoa, il nous faut quelque chose qui va nous faire sortir d'Égypte. Cette force-là qui nous fait sortir d'Égypte, d'abord et avant tout, c'est Mashénikra, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, elle se retrouve pas dans Yosef, mais dans la Ketonet Passim de Yosef. Et donc lorsque je viens et que je mange mon karpas au début du Seder, je viens dire voilà, d'abord je me rattache à ce qui va me permettre de sortir d'Égypte. C'est-à-dire à la force nationale du peuple juif. D'accord? Donc j'ai ouvert mon Seder en disant je ne suis pas d'accord de rester en situation d'exil, et pour bien te montrer que je ne suis pas d'accord de rester en situation d'exil, la première chose que je fais, c'est de me rattacher à ce qui me permet de sortir d'exil. Ma chère Bénédicte. Donc j'ai mangé mon karpas, je suis content. Ils ont trouvé que ça, genre le lien, les coutonnets faciles, Tu dis c'est un peu tiré par les cheveux, non? Quoi? Genre quoi? Propose? S'ils ont creusé la tête pour trouver les coutonnets faciles. La rhubarbe. Yosef. La rhubarbe. Mais est-ce qu'ils avaient de la rhubarbe? En Pologne, oui. Ouais, en Pologne, mais pas au Maroc. Ah bah voilà. C'est autre chose, quoi, une symbolique du machin Ben Yosef. Oui, mais attention, je veux bien. Trouve-moi une autre symbolique, mais n'oublie pas que ça doit passer par la paix. D'accord, mais bon, au karpas, c'est pas Faut manger, faut manger. oui, une coutonnette facile, c'est pas trop non plus par là. Ah non, c'est un jeu de mots. Ouais, bon, non. Ah mais dis-moi, tu sais pourquoi? Tu sais quel est ton problème? Ton problème c'est que tu es en train de me faire une marloquette limoudite sur une soirée de Sipourim. C'est-à-dire que c'est bidiouk ce qu'il faut pas faire. Enfin, c'est très bien de le faire ici. Mais c'est bidiouk l'anti-rayon du soir de Pessah. Le soir de Pessah, on rentre pas dans des pilpoulim. On raconte des histoires. En tant qu'histoire, ça passe bien, le coup de la tunique, le céleri, Obélix. Ça passe. Mais quand tu vas rentrer dans le limoud, t'es sorti de l'El Seder. Tu comprends? C'est pour ça que c'est bien ce qu'on fait là maintenant. Ta marloquette ici, elle est bonne. Je te dis oui, mais c'est pour rentrer dans le sipour. Alors après, le céleri, t'aurais pu prendre autre chose. Zénaphon. Agave, si tu prends autre chose, il y a de ça ta l'idée chova. C'est au niveau de la halakha pure et simple. Le mec qui a mangé sa pomme de terre, il a fait son karpas. Ça dire. Mais il y a une sipour derrière. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai mangé mon karpas, qu'est-ce que je fais? Kadesh uchatz, karpas, yachatz. On coupe la moitié du milieu. Lama. Alors d'abord, on va dire ce que la Gemara elle dit, comme ça tout le monde connaît. Ce sera la mer qui s'est ouverte. C'est pour ça. Ah, il a fait. C'est pour se rappeler la mer qui s'est ouverte. On n'est pas encore là, on n'est même pas encore sorti d'Égypte. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis attends, et si on va sur le Midrash qu'elle s'est ouverte en 12, tu
tu coupes en 12 la matzah. C'est compliqué. Alors la Gemara dit qu'ils aient lechem oni, la matzah. Et donc c'est le mode des gens qui n'ont pas, des aniyim, des pauvres, que de ne pas manger un pain entier, parce qu'ils en gardent pour demain, toujours un peu plus. D'accord? Donc c'est pour ça que lechem oni. Top, ça va, bah. Mais venez, on met autre chose. Vous savez que normalement, yachat, cette deuxième partie qu'on garde, c'est pourquoi? C'est pour la ficomane. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais mon yachat? Normalement, je devrais être en train de couper ma matzah. Normalement, je devrais être en train de me couper une cuisse de mouton. Pour garder pour la ficomane. Et c'est mon deuxième coup de gueule de la soirée. J'ai dit, comment ça, je coupe une matzah? C'est long. Nachon, c'est lechem oni. Mais l'objectif du lechem oni, c'est donc de couper et de garder pour moi. Mais la deuxième partie, je vais la manger aussi, en tant qu'aficomane. Un aficomane, c'est pas de la matzah normalement. Et donc, tout de suite, je suis censé arriver à cette prise de position. Je ne suis pas d'accord que ce soit une matzah. Une fois que j'ai dit, j'ai présenté la soirée en disant je ne suis pas content de ma situation d'exil, que donc je suis prêt à manger directement ce qui va me permettre d'en sortir, et qu'en plus, je viens dire, encore une fois, qu'il me manque mon korban Pesach à la Shulchan, alors on peut commencer. Alors on peut véritablement commencer la mitzvah de la soirée. La mitzvah de la soirée, elle commence ici. On mange pas d'agneau là pour essayer de manifester un mécontentement. C'est, on mange Non, pas d'agneau. mais à la place, on pourrait manger, là on mange des corbanes, on mange de la massa à la place du corban. D'accord. Pour la ficomane, à la place de la ficomane. On pourrait manger un morceau d'agneau à la place Pour dire ça y est, on y est. Voilà. D'accord. Mais justement, pour éviter un gros problème, le peuple juif, il a pris sur lui de ne pas manger de viande grillée le soir de Pessah. C'est un minagim. Non, c'est pas tout les Ashkenazim. Chez vous, on mange de la viande grillée chez vous? Non, l'agneau, L'agneau n'est pas grillé. On mange ou pas chez vous? Non, la veille. J'ai pas parlé d'agneau là pour le coup. Surtout pas grillé, Il est cuit, non? Tu fais de l'agneau au barbecue le soir de Seder? Ah, c'est pas de barbecue. Non, j'ai pas parlé d'agneau. J'ai dit, Am Israël, il a pris sur lui. Am Israël a pris sur lui de ne pas manger de viande grillée. Alors attends, 2 secondes. On met un chez nous, on met un os de poulet. Il y a tout est Israël. D'accord, bon prochain, c'est beau. Rabotai, laat. La majorité, l'écrasante majorité du peuple juif, je vais arriver au Témanim dans 2 secondes, du peuple juif, ils ont pris sur eux, c'est un minhag, de ne pas manger de viande grillée le soir du Seder, justement pour ne pas penser que c'est le Korban Pessah. Les Ashkenazim, ils ont été plus loin, ils ont dit non seulement on mange pas de viande grillée, mais en plus on mange pas d'agneau. Grillé ou pas grillé? C'est-à-dire, les Témanim, qui, on le sait, ne se sont jamais pris la tête avec les considérations de Khumrot, eux, ils n'ont pas pris ce minag-là. Ils mangent de l'agneau grillé le soir du Seder. Et c'est très bon. Il n'y a pas que les Témanim d'ailleurs, il y a aussi la communauté de Rome, qui n'ont jamais pris sur eux le minag de ne pas manger de viande grillée. C'est-à-dire, donc Zénachon. Mais la majorité du peuple juif, ils ne mangent pas de viande grillée. Pourquoi? Parce que si tu commences à manger de la viande grillée, tu sais ce qui va se passer? Et de l'agneau grillé, la malo? Et à un moment donné, tu vas te dire, bah c'est bon, j'ai plus besoin d'un korban, tu sais. C'est-à-dire que ça va faire l'effet inverse. Parce que tu te diras, c'est bon, je suis content de ma situation. Non, je suis pas content de ma situation. Parce que finir mon repas sur un bon shawarma, bien qui coule comme ça, tu vois. Oui, je suis content. Finir mon repas et j'ai plus rien le droit de manger après, quand je me suis bourré avec kazaït matzah, je suis pas content. Et donc, c'est bien ça c'est de ça qu'on parle. Maintenant, agave, témanim, pas témanim, cette phrase, je vais être obligé de la dire en hébreu, parce qu'on ne peut pas la traduire en français. Quand on était à l'armée, il y avait un klal, un principe de base, pour tout ce qui était du domaine des halachot. Alors je vais le dire en hébreu, je m'excuse. C'était sur tous les sujets. Ashkenazim, machmirim, Sfaradim, makelim, Témanim, lonag. Comme ça, c'était un klal, un principe barzel. Mais Kitsour, une fois qu'on a présenté la soirée, c'est parti, on y va, et on fait la mitzvah de Pessah. Oui, il y a plein de mitzvot le soir de Pessah, mais il y en a une qui est principale. C'est celle du Magid. Veigadeta lebincha bayom ahu lemor, c'est la mitzvah numéro 1. La mitzvah principale. Top, c'est éphémère. Mais moi j'ai un problème.
Parce que si c'est la mitzvah numéro 1 de la soirée, et c'est Behemet Kacha, c'est une mitzvah, oui ou non? De raconter la sortie d'Égypte. Oui. C'est une mitzvah assez ou lota assez? Assez. Ouais, alors qu'est-ce que je dois faire avant de faire une mitzvah assez normalement? Bracha. Où est ma bracha? Tu fronces tes sourcils. Là-bas. Quand tu fais une mitzvah assez, tu vas faire une bracha. Regarde. Plus tard dans la soirée, tu vas manger de la matzah. C'est une mitzvah. Ok? Shivat yameh matzot tochelu. Et donc qu'est-ce que tu fais avant de manger? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kitshanu mitzvot habetzivanu al achilat matzah. Maror, al achilat maror. Il y a plein de mitzvot assez où il n'y a pas de bracha. Genre? Je vais dire une bêtise, mais faire la tzedaka. Alors, faire la tzedaka, c'est me'od nachon. Pardon? C'est où? Chez Enchiou. Donc tu peux pas faire une bracha sur quelque chose qui n'est pas quantitable. On a compris. Il n'y a pas de chiot. Ah si, justement, il y a un chiot. On va voir. Que ce soit Pessah, Matzah, Maror ou autre chose, mais il y a quelque chose. Ok? Donc qu'est-ce qu'il y a une mitzvah assez, et avant de faire une mitzvah assez, je dois faire une bracha, une malazot. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a fait le kiddush. Non, le kiddush, c'est pas sur la mitzvah, c'est sur kiddush hayom. Vous allez me dire, on a fait Boré Peri Adama. Top, ça c'est sur le karpas, c'est pas sur la mitzvah de Magid. Attends, Emet, cette question-là, hein, c'est pas moi qui la pose. C'est Rabbi Moshe Sofer, à Khatam Sofer. Pose la question. Il devrait y avoir une mitzvah, une bracha, il n'y en a pas. Il se creuse la tête, et pendant ses pile poulim, il se rend compte qu'en fait il y a une bracha. Il y a une bracha, seulement elle n'est pas au bon endroit. À la fin du Magid. Alors, on va faire un jeu de dif-douf terrible ce soir. Prenez la fin du Magid. La fin du Magid. Donc juste avant de manger. Juste avant Motzi, Matzah, Maror, tatata. Vous l'avez? D'accord? Birkat Gaal Israël. Vous l'avez la bracha? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher ga'alanu veka'alet avotenu vetatata vezatapum vezatapum. On viendra sur cette bracha après, mais vous l'avez la bracha ici, elle est là. Nous dit Khatam Sofer, il y a une bracha. Bon, mais il y a un problème parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Il faudrait la faire avant le Magid. Ah, alors il te dit, justement, dans 10 secondes tu me redis ta phrase. Juste, je dis la mienne, ensuite tu dis la tienne. Et le Khatam Sofer il dit, à ma connaissance, je ne connais pas d'autre cas où on fait d'abord l'action et ensuite la bracha. À toi? Mais Netilat Yadayim, ouais, mais Netilat Yadayim. Deux secondes! 2 secondes! Bande d'Ashkenaz. 2 secondes! D'abord Netilat Yadayim. Oui, mais Netilat Yadayim, n'oublie pas que ta bracha tu l'as fait alors que tu as encore les mains mouillées. C'est-à-dire que tu es encore dans l'action. Quoi? Ça, c'est pas une mitzvah. C'est quoi? Non, j'ai pas le droit de m'essuyer les mains d'abord. C'est-à-dire que je fais toujours partie de l'action. Alors là, et là j'entends à ma droite, Adlakat Nerot Shabbat. Alors c'est pas parce que aujourd'hui il y a une grande partie du monde séfarade chez Ishtaknez que ça en fait la réalité. C'est-à-dire que vous connaissez les Ashkenazim. Les Ashkenazim, on aime se triturer la tête. Et donc on s'est dit, si jamais on fait d'abord la bracha, on a fait rentrer Shabbat, alors on peut plus allumer les bougies. Aval bedoré dorot, al-gabé dorot. Les rabbinim sfaradim, ils ont toujours dit qu'il fallait d'abord faire la bracha, et ensuite allumer, ve'al tebalbel li et amor. Donc, c'est pas parce que nous les Ashkenazim on s'est pris la tête. D'ailleurs, c'est Ma'anien, le Khatam Sofer il est Ashkenaz. Et il rentre pas ça. Il dit, à ma connaissance, à la fin il va dire, non, je connais en fait un cas. Mais il parle pas de la Dakat Nerot Shabbat. C'est-à-dire qu'il connaît les Sfaradim. Il dit, il y a un cas où oui, on fait la bracha après l'action. Et il dit, et de là il va apprendre sur la sortie d'Égypte. C'est quoi ce cas? Mais il dit, c'est à guerre chez Tovel le Geruto. Un converti qui veut se convertir, d'abord il doit rentrer au mikveh, et c'est quand il sort qu'il va faire la bracha. J'avais manienne, c'est curieux au niveau de la halakha. La halakha dit que quelqu'un qui se convertit, chez Uyotse mina mikveh ou Yehudi. Et s'il se noie? Madino. Hein? Il est mort juif. Ah, on l'enterre juif ou on l'enterre pas juif? Bah oui, parce qu'on va le sortir du mikveh à un moment donné. Donc c'est pas ça. Oui, des fois c'est morbide, oui, alors, qu'est-ce qu'il y a?
On est Ashkenaz ou on l'est pas? On l'est pas. Voilà. Les Kitsour, à guerre chez Tovel les Geruto. Un converti qui se convertit. D'abord, il va au mikveh, ensuite il va à la bracha. Pourquoi? Dit Khatam Sofer, c'est barou. Parce qu'avant qu'il sorte du mikveh, donc il ne peut pas dire Asher Kidesha nous, Bebitzvotav Betziva nous. Il ne fait pas partie du nous. Il dit c'est exactement la même chose Et pour bracha, Pessah. c'est à la Tvila? Quelle bracha il fait? C'est une bonne question, je ne sais pas exactement. Parce que c'est pas sur la, c'est une bracha sur la Tvila ou sur le fait qu'il devient Yehudi? Parce que sinon, C'est un moussar un petit peu mouzar. Je vérifierai pour la semaine prochaine. Mais c'est à la mitzvah de l'Idgayer. C'est pas une mitzvah qui est pour toi ou pour moi, mais Misherotze, Azou Mitzvah Refleze. Nous dit le Khatam Sofer, Zenachon, Gam, c'est vrai aussi pour la sortie d'Égypte. Il dit, Agave, c'est une phrase globale sur ce qu'on va faire maintenant qu'on va commencer à lire le Maguid. J'ai une fâcheuse tendance à penser que ce que les gens écrivent, que ce soit dans le Talmud ou nos sages, après, ils croient dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire, s'ils écrivent quelque chose, c'est qu'ils y croient. Or, le Talmud nous dit dans le traité de Psachim, et ça va être repris par le Rambam au niveau de la Halacha, c'est une phrase que vous connaissez. Bechol dor vador, chayav adam, irot et atzmo, keilu hu, yatzar mitzrayim. Est-ce que c'est seulement une phrase littéraire, ou c'est pour de vrai? J'ai tendance à penser que c'est pour de vrai. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, donc, avant de sortir d'Égypte, tu peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est qui le patron avant que tu sortes d'Égypte? C'est Pharaon. Donc tu peux pas dire Baruch Ata Hashem. Et donc, non, c'est Pharaon le patron. Donc ce n'est que une fois que je suis sorti d'Égypte, et pour moi c'est quand que je sors d'Égypte, quand je raconte la sortie d'Égypte, je sors d'Égypte, et bien ce n'est que après cela que je peux faire partie du clan d'Israël et que donc je peux faire la bracha. Et c'est pour ça que la bracha du Maguid elle est à la fin. Il faudrait dire que la bracha elle est sur Bechol dor vador. Et que là, la bracha elle est sur la mitzvah Bekata Lincha. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que pour que je puisse dire à mon fils que quoi? Qu'on est sorti d'Égypte, il faut que d'abord je sorte d'Égypte. Et c'est pour ça que d'ailleurs juste avant de dire la bracha, tu vas dire cette phrase. Bechol dor vador, adam irot atzmo. Sinon tu peux pas. Ça, c'est pour le sipo. Si on avait, de manière plus pratique, si on avait réfléchi, ils ont mis la bracha à la fin. Ça va parce que si tu l'as fait au début, alors tu peux plus parler, tu peux avoir de la siardat pendant toute la Haggadah. Jusqu'à ce que tu finisses, mec. J'ai pas compris. Pourquoi tu pourrais plus avoir de la siardat? Si tu mets la bracha. Slicha. Elle est jusqu'à la fin du Maguid. Alors, si c'est ça ton problème, si c'est un problème de limoud. Non, j'entends. Tu dis, si je mets la bracha au début, ça c'est les mecs qui sont dans les chiffres, tu vois. Ils disent, on va faire des problèmes là où il n'y en a pas. Ça fait partie du jeu, à la yeshiva, on passe toute la journée à faire des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pas ça d'ailleurs. Tu dis, si on fait la bracha au début, alors j'ai plus le droit de changer mon avis à cette date, jusqu'à ce que j'ai fait la mitzvah. Et donc, oui, mais attends, alors très bien, donc moi je vais te donner un pitaron, tu fais la bracha au début, et juste après la bracha, tu dis Pesach Matzah au Maror, Yatzati Yidechova, et après c'est bon, je suis pépère. C'est quand même fait, j'arrive. On aurait pu s'arranger. Or, c'est pas le cas. Parce que, et comme tu dis, c'est pour la Sipour. Mais d'accord, mais toute la soirée, c'est la Sipour. D'accord? Regarde, je répète encore une fois. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Même si des fois j'ai des itnabdouyotes qui viennent Mishamaim, c'est-à-dire mes parents, ou d'autres personnes autour de la table. Mais si ça ne tenait qu'à moi, la lecture de la Haggadah, top chrono, 9 minutes et c'est fini. Non, mais mettre. Et moi, c'est ce que je fais et ce que j'essaie de faire. C'est que on fait toute la lecture d'âme, mais toute la lecture, un tic-tac, hein. On dit tout, à voix haute. Mais le plus vite possible, je dis le top départ, je dis le top d'arrivée, et une fois que j'ai fini tout ça, alors on peut commencer Bemet Sipur Yetziat Mitzrayim. Et c'est parti, et les déguisements, et les jeux, et les compètes, et les trucs, c'est Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est sûr que la Haggadah, c'est pas ça qui va aider nos enfants à se Yitraber. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Comment elle s'appelle cette mitzvah? Veigad eta lebincha. Vous avez dit, ça veut dire quoi en français? Tu raconteras. Mais qu'est-ce que ça veut dire les hagid en profondeur? Vous savez, quand on cherche la traduction d'un mot en hébreu, en profondeur, on va voir quoi? La racine, effectivement, ou alors la racine la première fois, ou alors l'araméen, le targoum, machinikra. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Talmud, dans le traité Choulin par exemple, quand on parle de goud asik, ou goud achik? Les hagid, c'est non, pas à couper. Et on le rapproche. C'est les hagid en araméen, ça veut dire rapprocher. C'est ça le but du agaf, c'est à ça que servent les guidim dans le corps. Ça rapproche les parties les unes avec les autres. Et c'est tout ça qu'on... Pardon?
Ligament français. Les tendons, si je ne me trompe pas. Ligament, Ligament, tendon, ligament, tendon, on a marque loquette. Dans tous les cas, je crois que les deux ils servent à la même chose, de rattacher deux parties, non? Bon, mais Kitso, ça rattache. Ça rattache. C'est ça le but du jeu ce soir. Donc si tu crois que tu vas réussir à rattacher tes enfants en leur faisant des pilpoulim, il khatim, la brioute. Mais je pense pas que la majorité des enfants ils sont rattachés par ça. C'est-à-dire, donc on a fait notre bracha, en fait on l'a pas fait mais on sait qu'elle va être là. Et on peut commencer notre histoire. Et on commence le Maguide par un mensonge éhonté. Oui? Le fait de dire je l'ai en 9 minutes, c'est pas comme un peu dire je comprends pas la tefila, je vais la faire hyper vite, après je rajoute ce que je veux rajouter derrière. Mais t'as pas compris. Mon problème c'est que je comprends pas la Haggadah. Mais je comprends très bien la Haggadah. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va comprendre la Haggadah. La Hamik. Mais ce soir de Seder, le but du jeu c'est pas de lire. C'est pas non plus de faire des pilpoulim. Le but du jeu c'est Veigat Talebincha. Les saper Yetziat Mitzrayim. Chazal, au fur et à mesure des générations. C'est le minimum commun quoi. Non, Chazal ils t'ont donné un pense-bête. Parce que le problème que t'as, c'est que quand on t'a parlé de te raconter la sortie d'Égypte, on t'a pas dit comment le faire. Donc les gens qui ont un rouge baril, ok, mais sinon on t'a donné un pense-bête. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas la Hamik. Il faut la Hamik, c'est ce qu'on fait maintenant. Pourquoi? Pour savoir quoi raconter le soir du Seder. C'est-à-dire, mais le texte lui-même, c'est pas un texte biblique. C'est-à-dire? Alors, on commence le Maguide et on le commence par un mensonge éhonté. Mais un mensonge bien comme il faut. Et pour le coup, là je vais prendre la communauté Ashkenaz, même vraiment Yekit, parce que chez eux le mensonge il est encore plus vrai. On dit la même chose, c'est tout le monde. Mais ceux qui sont d'une communauté Yekit, ils vont se comprendre de quoi je parle. On commence comment quand on lance le Maguide? Par rapport au fait que c'est une obligation positive, il n'y a pas un problème d'obligation positive qui est pas lié auquel les femmes ne sont pas obligées. Nachon, et pourquoi elles le sont quand même obligées? Qui a fait Mayu Botohan, c'est Bitsrut Nashim Tzadkaniot, tout ça. Ok? Comme un Pourim. Donc on commence le Maguide, et on commence le Maguide en disant quoi? Alors reprenez le début. On commence le Maguide, et là, vous connaissez. Halachmania. Voilà le pain de misère. Shachlo avatana de Hara de Mitzrayim. Voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir. Et là, le mensonge. Celui qui veut, qui vienne. Celui qui a besoin de manger, allez, ça fait plaisir. Et je me tourne vers nos frères Yekim, dans le monde entier, où chez eux il y a, je sais pas, 20 personnes invitées autour de la table du Seder. Et vous savez qu'une des choses extrêmement importantes de préparation, c'est que l'après-midi, avant de recevoir les invités, une des choses les plus importantes, c'est que sur les places de chacun, il y a le petit papier avec le nom de la personne qui va s'asseoir. Et chas v'shalom, de ramener quelqu'un, parce que c'est quoi ce halachmania? Tu dis, tout celui qui a besoin, il vient manger. Mais tu dis ça quand? Quand t'es déjà rentré à la maison, devant la chaise avec ton petit papier. C'est quoi ce mensonge, cette blague? Il y a des places vides. Ah ouais? Ouais, pour qui? Pour les invités qui viendront peut-être. Tu connais beaucoup de familles, toi, qui en plein milieu du Seder, ils ont des invités. Oh bah, ça fait plaisir, allez là. Moi je fais ça après qu'il douche aussi. Non seulement tu fais ça après qu'il douche, tu fais ça à la maison, t'as déjà fermé la porte à double tour. Et tu fais genre Elia Wanavi, mais bon, c'est bien que voilà, c'est moi qui fais bouger la table, ça va, on la connaît l'histoire. C'était interdit au Coran. Alors, c'est Bidiou Kenya. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est-à-dire que tout ça, c'est une grande blague. Si vraiment tu veux inviter des gens, dis à l'Armania à la synagogue. Tout celui qui n'a pas où aller, venez, il y en a plein, Shabbatot, il y a plein de gabaïm dans les synagogues qui font ça. Genre, il y a des familles qui veulent inviter, des familles qui veulent se faire inviter. Mais c'est pour, encore une fois, c'est le troisième coup de gueule qui fait Chazaka, que je suis pas d'accord avec ce qui se passe ce soir. Ce soir, je dis, Kol Dirfin, je dis tout celui qui a besoin qu'il vienne. Tu vois Dieu, je les invite à tout le monde. Alors que normalement, j'ai pas le droit. Parce que normalement, lorsque je mange mon Korban Pessah, je ne peux pas faire cette phrase-là. Parce que Korban Pessah, Unechal Chaburot Chaburot. Il doit être mangé. C'est-à-dire qu'au moment, je peux inviter autant que je veux, autant de personnes que je veux le soir du Seder. Mais au moment où je vais shriter mon Korban, il faut que j'ai la liste de tous les gens qui vont manger ce Korban. Je ne peux pas en rajouter un après. Et donc ça veut dire que ce Halachmania, une fois que je suis déjà installé, il n'est pas normalement faisable. Pourquoi il faut savoir d'avance? Ah,
Parce que normalement c'est Kol, Mishpacha ve Mishpacha, tout le monde. C'est Chad, c'est la Baït. Donc, ok, s'il y a des gens qui veulent venir chez toi dans ta Baït ce soir-là, ça va pas, mais faut savoir. Encore une fois, je viens et je dis je ne suis pas d'accord. Non, j'ai fait trois fois où j'ai dit que j'étais pas d'accord. Oui. Pourquoi c'est spécialement les Yekim Parce que j'ai rarement vu dans des familles séfarades où il y a des petits papiers avec les noms des gens. Non, je sais pas, peut-être je me trompe. Mais bon. Non, c'est pas. Pourquoi? Parce que tu es Yekit? Tu l'as mal pris? Mais chez moi aussi, il y a des petits papiers avec des noms. Je sais que c'est toi aussi. Mais attends. Ce soir-là, faut pas se battre avec les minagim. Ça marchera pas. Il y a des choses que la halakha elle nous dit de faire le soir de Pessah qu'on fait pas. Par contre, des minagim, il y a règle va aller à bord. Ok? Genre, ma mère, elle m'a déjà dit qu'on avait un problème cette année. Et donc, je suis en train de me galérer pour trouver des gens à inviter. Tu vois, parce que c'est compliqué d'inviter des gens à Pessah en Israël. Les gens, en général, ils ont où être. Si vous connaissez des gens qui veulent venir chez moi, Bekef. Parce que j'ai un vrai problème. Ma mère a déjà compté qu'avec le bébé de mon frère, on allait être 13. On peut pas être 13 de son Seder. Oui, parce que Jésus, ils étaient 13. Alors tu préfères ça ou les petits papiers? Tu choisis. Les petits papiers, ça. Donc, El Malasot, on va pas se battre contre les minagim, on sait que les minagim ça bat tout le monde. D'accord? Mais Kitsour, là, une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer dans la Haggadah. On peut rentrer mamash dans la Haggadah et c'est parti. On va rentrer dans le Maguid, donc dans notre mitzvah principale de la soirée. Je vais vous demander de Léat, on a le temps. On va voir de quoi il s'agit. La vérité c'est que cette Haggadah-là, elle est longue. Franchement, elle est longue. Alors d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que toi tu aimes... Entre le kidouche et le repas, combien de temps chez toi? 5 heures. Il regarde sa mère, il va dire de mélange. Voilà. Et après on se bat, est-ce qu'il faut manger kazaïd de Karpas ou pas kazaïd de Karpas, hein, qui mange de toute façon parce que c'est devenu long. Elle n'a pas toujours été aussi longue la Haggadah. Parce que justement, on parlait de mitzvah kol shiur, pas shiur. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau mitzvati le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'il faut faire? Raconter la sortie d'Égypte. Le problème c'est qu'on m'a pas dit exactement quoi faire. La Mishnah, elle m'a oui donné une indication qui est halakha. C'est quoi? Non. Pesach Matzah Umaror, c'est la tafora de Zé. C'est-à-dire que Kol Michelo Amar, Soshat Varim Elo Ba Pesach, ça suffit pas de dire Pesach Matzah Umaror. Faut expliquer un petit peu de quoi on parle. Maintenant, la Mishnah, elle te dit pas Pesach Matzah Umaror. Elle te dit Sarich Leatril Bignut ou L'Sayem Beshevach. C'est-à-dire que quand tu racontais la sortie d'Égypte, il faut commencer par ce qui était pas bien et finir par ce qui est bien. Top? Le problème c'est que la Mishnah ne nous a pas dit ce qui était le Gnut, ce qui était le Shevach. Alors c'est quoi le Gnut et c'est quoi le Shevach? Ah vas-y. Alors toi tu dis quoi? Toi tu dis on était à Vadim et donc ça c'était le Gnut. Et le Shevach c'est quoi? On est Bnechorim. Donc je vois que vous avez beaucoup passé de temps à Soura. Vous venez certainement de la ville de Soura. Vous étudiez chez Rav. Mais pas chez Shmuel. Parce que à Pompédita, c'est pas ça qu'ils disent. C'est ça. Eux ils disent non, quel est Rami Obedavi? Rami Obedavi c'est après. Qu'est-ce qu'ils disent à Pompédita? À Pompédita ils disent c'est pas ça le problème. C'est quoi la Gnout? C'est que Mitechila. C'est pas Rami Obedavi. Rami Obedavi c'est moi je mon frère. C'est Mitechila ou de Avodazara ou Avotenu. On était idolâtres. Vema Sheva. Varchav Kirvanu Amakom la Avodato. Et maintenant on est revenu serviteurs de Dieu. Donc il est Machloket. Ah oui, c'est des juifs. Il y en a qui t'ont dit la Haggadah c'est de dire on était esclaves, on est indépendant. Il y a d'autres qui ont dit non, la Haggadah c'est de dire qu'on était idolâtres et maintenant on est religieux. Résultat des courses, eh bien il y avait pendant toute la période du Talmud deux styles de Haggadot différentes pour le peuple juif. Il y avait des familles qui disaient la Haggadah Rav, des familles qui disaient la Haggadah Shmuel, qui est devenue après Machloket Abaye et Rav Agam. C'est-à-dire, il y avait des familles qui disaient une partie du texte et des familles qui disaient l'autre partie du texte. Ce n'est qu'à l'époque des Savoraïm qu'on a réuni les deux Haggadot pour en faire qu'une seule, celle qu'on connaît aujourd'hui. Attendez, ça veut dire qu'on a une Machloket entre deux
c'est quoi la marloquette, elle est sur c'est quoi la fête? Est-ce que c'est une fête nationale? On était esclaves, maintenant on est indépendant. Ou est-ce que c'est une fête religieuse? Ou en France, pardon? C'est les deux. Bah, c'est toute la question. Est-ce que c'est une fête dati ou léomi? Et qu'est-ce que Chazal ont décidé de faire? Dire que c'est une fête dati léomi. Quand vous riez. Vous savez, c'est extraordinaire. Et ça, je l'ai reçu, le Rav Cherki le dit tout le temps, mais à un moment donné, ça rentre. Il dit, allez dans une yeshiva à Bnei Brak, pas loin, hein, à Jérusalem, une yeshiva charédite, passionniste, et voyez, si jamais quand un Rav, il dit que les charédim, ils ont raison, quelqu'un rit. Personne ne sourit. Alors c'est barou. Si le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, il dit que les charédim, ils ont raison, tu verras personne sourire. Mais dans le Tzibour, à Dati Lehomi, quand on dit que c'est nous qui avons raison, tout le monde rigole. Bah oui, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ouvda! J'ai dit c'est une agada Dati Lehomi, les gens ont dit ah bah c'est pas. De quoi tu parles? Ça y est, comment? Tu vois? C'est sympa 5 minutes, mais bon. Non, mais c'est une shéla. Est-ce que c'est une agada datit ou léomite? Et la vérité, c'est que Chazal, ils nous ont mis les deux agadotes ensemble. Aval, laquelle ils ont mis d'abord? La léomite. Ils ont mis d'abord la Avadim Hayinu. Mais on va voir qu'il va y avoir quand même des petits pics sur l'autre. On va voir. Et venez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le texte lui-même. Alors, Avadim Hayinu les paro b'Mitzrayim. Ok. On a quand même passé à Manishtana. Ah ouais, j'ai pas fait. Slicha. Oula. Slicha. Taout Sheli. Alors t'as raison. J'ai dit qu'il y avait deux agadotes. J'ai voulu aller trop vite. Il y avait deux agadotes. La vérité, c'est que ces deux agadotes, elles sont très bien représentées dans notre agada à nous. Et elles ont toutes le même schéma. Une introduction, une batterie de questions, qui en fait amène l'histoire, et le développement de l'histoire. Donc dans la première agada, on a Al-Achmania. C'est notre intro. Diachalo avatana dara de Mitzrayim, kol dirfin yete veisa, kol yete Ashata avde, shana haba benechorim. Voilà, c'est ça le pôle du truc. On était esclaves et l'année prochaine on sera libre. Boum. Et là-dessus, le Manishtana. Quoi? Ah, Etmol, vous faites quand vous? Après Al-Achmania? Nous, il est. Avant. Ah non, lui il dit qu'on fait Bibilou. Ah, fait Etmol ou Bibilou? Je comprends pas. Ah, ça dépend de tu viens. Mais non, mais c'est pas les deux Marocains? Non, il y a Etmol, c'est tunisien. Ah, Etmol, c'est tunisien. Petit papier. Tu te rappelles? C'est quand même plus facile que de faire ton mot. Bibilou, c'est marocain. Agave. Si déjà on est dans les minagim qui ont perdu complètement leur sens, parce que Etmol, les bibilous et les petits papiers, ça je veux bien. Mais attendez, c'est quoi cette histoire de Etmol? D'où ça vient? C'est quoi? Ah, ou Passach, mais Al-Batem Mitzrayim, avec le plateau. C'est un symbole. Non, bah alors si tu fais. Mais alors quel rapport avec le plateau? Tu veux me dire il a passé, alors fais que le papa il arrive et il fait comme ça au-dessus de la tête des gens. On mettait le maror sur les linteaux des portes. Le marron sur le linteau des portes, je connaissais pas ça déjà. C'est pourquoi faire? C'est quoi tu vois? À la fin de Pessah. Top. En Algérie, on m'a dit qu'ils balançaient le marron par la fenêtre. Et les témanim, ils se frappent avec le marron. Les témanim, ils se frappent avec le marron. Allez! On les a vus. Tac, comme ça. Chérie, la brioute. Attends, chien. Il faut savoir que ces minagim là, à la base, ils ont un makor. C'est pas. C'est quoi le makor de prendre Bibilou et Etmol? Makor, il est dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Ah, ils n'ont pas dit Bibilou. Mais le makor, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit, là on est rentré dans le Maguide, donc ça veut dire que tout l'objectif c'est d'amener l'enfant à poser des questions. Et donc la Mishnah elle dit Betrilat ha-seuda okrim et ha-shulchan. On enlève la table. J'aimerais bien voir maintenant les chefs de famille, hein. On enlève la table et c'est avec la table qu'on passe. Non. Aujourd'hui, on a fait plus simple, on prend le plateau. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était quoi la table? Le plateau. C'était le plateau. On mangeait par terre, à l'ancienne. Où on mettait une énorme kehara énorme dessus. Qu'est-ce qu'on mettait sur la kehara?
Un plateau. Non. C'est le plateau. Le plateau, sur le plateau, on mettait quoi dessus? Plein de matzot, des salades, un agneau. Un œuf. Quel un œuf? Pas un œuf. Mais non! Tu mettais un agneau, et à la place de ton omelette, tu mettais une vache. Oui. Pour le Korban Chagiga. Normalement, on n'est pas obligé de se rappeler. Ça me fait penser, vous avez déjà été dans les minarotes à Kotel? Dans les tunnels du Kotel? Il y a la synagogue du Rav Getz. On voit à un moment donné, c'est quand on est devant un grand char, une des entrées du Har Bayit, où le Rav Getz, quand il est rentré là-bas au début des fouilles, ils ont trouvé une synagogue. Et quand on a retrouvé dans la Gniza à Kairit, au Caire, on a retrouvé des textes qui montrent qu'effectivement, les musulmans, ils ont permis, dans ces tunnels qui menaient au Har Bayit, en 701, ils ont permis aux Juifs de construire une synagogue là-bas. Et le Rav Getz, il a retrouvé donc la synagogue, il était comme un ouf, il a demandé à Misrad Adatot, Misrad ce que tu veux, de faire réouvrir cette synagogue. Et ils lui ont dit non, pour des raisons politiquement correctes, on a muré, on a bétonné l'entrée de la porte. On a dit mais t'inquiète pas, on va te faire une synagogue là-bas. Maintenant la synagogue de 701, on l'a fait Zecher la Mikdash. Aujourd'hui on a fait une synagogue Zecher la synagogue. Zecher. Non, à l'époque, t'as pas besoin de tomber de ça, tu mets ton korban. Et donc, à la fin, donc tout la Kehara, c'était la Shulchan. Et donc on te dit, Okrim et ta Shulchan. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu manges, Stam, Shabbat, tu manges, et à la fin du repas, tu fais quoi pour débarrasser? Okrim et ta Shulchan. On prend le plateau, et c'est où? On a débarrassé. Et donc les enfants ils savent ce que ça veut dire de prendre le plateau, ça veut dire qu'on a fini de manger. Et là tu viens et au crime et ta shulchan, alors qu'il y a tout encore dessus, l'enfant il dit bah on n'a pas fini. Mais aujourd'hui ça a perdu un petit peu. Donc on t'a pris ton plateau, c'est en souvenir de ça, et tu fais un truc qui est en souvenir d'un autre truc. C'est ça, je suis pas contre, c'est tout ce qu'on fait toute la soirée. Il faut savoir quelle est la source à la base de chaque chose. Donc Bekitsu on a fait Etmol, on a fait Bibilo, on est Besséder, et donc il y a les questions du Manishtana. On a présenté à l'Achmania, on arrive au Manishtana. Manishtana, Rabotai, c'est moi de Pachout. Toutes les questions, c'est d'une part, un cri vers Avadim Aïnou, et maintenant on est indépendant, et d'autre part, coup de gueule vers ce qui nous manque. Bah d'abord, on mange Kol Azman, d'habitude, Chametz ou Matzah. Va'alayla hazeh, Kulo Matzah. Lama. Mais d'habitude, on mange pas tout le temps la matzah. Non, Chametz ou Matzah. Shebechol alelot anovlim Chametz ou Matzah. Tu manges la matzah pendant l'année? Mais mon ami, qu'est-ce qui est plus ancien? Lechem HaChametz ou Lechem HaMatzah? Lechem HaChametz. Lechem HaMatzah, il est beaucoup plus ancien. On mangeait tout le temps de Lechem HaMatzah parce que ça va plus vite à faire, c'est plus rapide, c'est voilà, c'est ce qu'on fait. Qui a inventé, historiquement parlant, d'ailleurs aujourd'hui on a pas mal de preuves là-dessus, qui a inventé le pain Chametz? C'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens. Et donc, lorsqu'on vient te dire, avant, d'habitude on mange du pain égyptien ou du pain pas égyptien. Mais ce soir, on mange du pain pas égyptien. Ça veut dire quoi? C'est Yotzim Miravzut Lecherut. Ensuite, on dit, d'habitude, on mange tous les légumes. Ce soir, maror. Je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est barou. Ensuite, tous les soirs, trempe pas. Et là, on trempe 2 fois. D'accord? Avant de vous dire ce que ça représente, c'est quand qu'on trempe 2 fois? Alors le carpas, c'est bon. Le marron dans le kharosset. Le marron dans le kharosset. Ah, c'est vrai que quand tu prends ton couteau et que tu tartines ta feuille de salade avec ta pâte à tartiner kharosset, ça s'appelle vachement trempé ça. Qui c'est qui levez la main ceux qui ont un kharosset qui ressemble à de la confiture? Et levez la main ceux qui ont un kharosset, vous êtes tous des mythos hein. Mais levez la main ceux qui ont un kharosset qui est liquide. Liquide. Il y en a 2, pourquoi tu dis personne? Oui, c'est parce qu'il rate. Ah, c'est parce qu'il le rate. T'as vu, ils ont mis trop de jus de raisin. Rabotai, normalement le kharosset il est liquide. Et c'est marqué dans Manishtana. Anachnu tovlim, matbilim, maror b'kharosset. Agav, entre parenthèses encore une fois, il y a une raison très simple à cela. C'est quoi le maror?
C'est quoi le maror? Mais c'est quoi? La chassa, la salade, la romaine, Najid. Et pas du réfort comme nous on prend. Voilà. On n'avait pas de salade en Pologne. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien en Pologne. Hein? Il n'y avait rien, qu'est-ce que tu veux faire? C'était la dèche, oui, c'était la dèche. Je rigole ou quoi? Mais quand les juifs de Pologne, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, non, on a comme ça une massorette dans la famille. Mes grands-parents, ils sont arrivés de Pologne en France après la Première Guerre mondiale. Et au début, ils étaient choqués quand ils voyaient les Français manger de la salade. Ils mangent de l'herbe comme les vaches. Je comprends pas. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire manger des légumes frais comme ça en Pologne. Il n'y a pas? Bon, non mais c'est Vayesh, on fait avec ce qu'il y a. Macheloye, le maror, c'est de la salade. Bon d'accord, mais il y a un problème avec la salade. C'est quoi le problème avec la salade? Il y a plein de petites bébêtes. Non, il faut la nettoyer avant le seder. Comment on fait? Comment on fait pour nettoyer la salade? On fait pas un cours de halakha. Mais bon, pas shoot. Qu'est-ce qu'on fait? Vinaigre. C'est le meilleur truc pour enlever le kharakim. Ah ouais, mais le problème, c'est que si tu le fais avant le Pessah et que tu as laissé tremper, ça devient maror kavouche. Et maror kavouche ou pas sous le lait la seder. C'est un maror qui est plus apte à être utilisé. Il a macéré. Mais on le. Oui, mais je sais pas comment on dit kavouche en français. Macéré. Il a macéré, mariné. On n'est pas obligé de le laisser 2 heures. Non, mais même quand tu le laisses un petit peu, au niveau ultratique, ça devient déjà problématique. Et donc, pour pas rentrer dans ce problème-là, viens, on se tourne vers Acheno Atemanim, on se tourne vers les Yéménites, qui ont toujours gardé. Non, Nahagou, mais Nahagou comme à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur charoset, c'est vraiment liquide, c'est du sroug. C'est-à-dire à l'ancienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la salade, ils la mettent dedans. Ça tue tous les derniers harakim qui sont pas partis de. Quand je les lavais à l'eau et machin. Je fais comme ça et puis je mange. Ah quoi? Il y a encore les petites bêtes. Ah ben non, ils sont maintenant dans le pot de kharoset. On aime bien finir. Mais oui, mais c'est kharif. On aime bien finir. Je vous rappelle juste qu'entre parenthèses, le kharoset, c'est censé rappeler quoi? Le mortier. C'est vrai que c'est... Pourquoi c'est liquide alors? C'est bien que ce soit pas liquide justement. Non, alors, symboliquement parlant, c'est censé rappeler le tit. Je te rappelle que le tit, le mortier, avant d'être solide, il est liquide. C'est quand il sèche qu'il devient solide. Bon, mais maintenant, le symbole du mortier, c'est quand même... C'est une pâte quand même. C'est la pâte, ouais. Avant d'être une pâte, Non, il est liquide. Mais si on parle de symbole... Ah bah l'azov. Tu veux contrer Manishtana, Manishtana a marqué qu'on trempe. Et toi tu dis non, on va tartiner. Mais on peut tremper aussi avec quelque chose qui est... Je ne veux pas rentrer dans les détails oui, c'est vrai. mais c'est pas obligé d'être liquide totalement pour tremper. Si tu veux tremper dedans, et non pas les nuggets houmous, il faut que ce soit liquide. Essayer de tremper la matzah dans du Nutella, c'est bon. C'est... Faudra qu'on s'échange des recettes. Mais attends, mais c'est qui clignote là, peut-être. Ah, c'est fini. Bekitso, Manishtana Alayla, c'est d'habitude on trempe pas, et maintenant on trempe 2 fois. Non, Avalama on trempe. On a dit, d'abord le carpas. Deuxième fois, Kharoset, tout ça s'échauffe pas à l'amertume. Parce que le carpas, on l'a trempé dans l'eau salée. Et la dernier truc, d'habitude, Ben Yoshvin, Ben Mesubim. C'est que toutes les 4 questions du Manishtana sont tournées vers une chose. On était esclaves et on sort. Mais j'ai dit qu'il y avait aussi un coup de gueule. Vous savez qu'il y a un chiffre qui revient très souvent dans la Haggadah? 4. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Quand il y a 4, il y a 5. Quand il y a 4 points, ça dévoile forcément un 5e. Il y a toujours un 5e qui se cache. Et la vérité, c'est que ces questions-là de Manishtana, vous savez où elles sont marquées à la base? Dans la Mishnah. Sauf que dans la Mishnah, il y a une 5e question. Manishtana alayla hazeh, shebechol alelot, anu ochlin tzli esh umevushal bamaim, ve'alayla hazeh, rak tzli esh. On l'a enlevé parce qu'on ne le fait plus. Ouais. C'est trop dur de le dire tout le temps. Tous les soirs, normalement on mange soit grillé, soit cuit, soit n'importe comment. Ce soir, on mange que grillé au feu de bois. On parle de quoi? Du korban. C'est trop dur. C'est trop dur de dire ça alors qu'on ne le fait pas. Mais toi qui as étudié la Mishnah, tu sais qu'il y a une 5e question. Et donc c'est un coup de gueule, dis non, c'est pas possible. Quoi, je fais pas encore? Maintenant, une fois que j'ai ouvert avec mon intro, j'ai posé mes questions, j'ai bien montré quel était le kivun, quelle était la direction. Alors je peux rentrer dans mon premier développement. Et le premier développement, il commence comme ça. Avadim aïnou le paro b'Mitzraïm. Donc on était esclaves de Pharaon en Égypte. Vaïtien ou Misham be'at chazaka ou b'zroa netouya.
C'est bon. Là, ça y est. J'ai commencé en disant ce qui était pas bien. J'ai fini en disant ce qui était bien. J'ai fini. Bah, effectivement, j'ai fini. J'ai plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte. J'ai tellement plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte. Hein? Que je vais revenir à Abraham. Non, c'est dans longtemps, Abraham. Ouh là là. Non, non. J'ai tellement plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte que je vais te balancer des autres trucs qui a priori ont rien à voir. Du style. Hein? Attends, vraiment, c'est la date. Non, je vais d'abord te dire un truc qui a a priori aucun rapport. Et je vous demande de me répondre honnêtement. Est-ce que vous y croyez ou pas à la phrase que je vais lire maintenant? C'est la suite. Hein. Non, avant. Veilou. Veilou. Veilou, לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. Je traduis. Et si Pharaon n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, alors nous, et nos enfants, et nos petits-enfants, nous serions encore esclaves de Pharaon en Égypte. Vous y croyez à cette phrase? Il n'y a plus de Pharaon. Vous y croyez ou pas? C'est pas Pharaon le sujet de la phrase. Non, il s'est trompé. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Si Pharaon ne nous avait pas dit. D'abord, je ne me suis pas tellement trompé, je vous rappelle que c'est quand même Pharaon qui nous a... Hein? Alpanab. Enfin, moi, c'est d'après ce que je me rappelle, Dieu, il a quand même passé 10 plaies pour convaincre Pharaon de nous aller sortir, donc finalement, il nous a quand même laissé sortir. Mais bon, si Dieu nous avait pas laissé... nous avait fait... si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, seraient toujours esclaves de Pharaon en Égypte. Et ma question, c'est est-ce que vous y croyez à cette phrase? Oui, non, il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus d'esclaves. Attends, Marloquette, toi tu dis oui, toi tu dis mais non, il y a 8 pharaons. Il n'y a pas de pharaons, Il n'y pas aurait d'esclaves. plus, enfin, il n'y aurait pas de. Ce serait Israël, quoi. C'est pas ce qui a marqué. Toi tu proposes une troisième version. Tu dis si nous n'avaient pas sorti d'Égypte, alors on se serait assimilé. Je veux bien, mais c'est pas ce qu'il y a marqué là. Là il y a marqué, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte il y a 3500 ans, alors 3500 ans plus tard, on serait toujours en train de construire des pyramides comme des idiots sous la domination de Pharaon. C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué ou c'est pas ce qui a marqué? Et je vous ai dit, j'ai tendance à penser que les sages, quand ils écrivent, ils croient à ce qu'ils écrivent. Donc comment on comprend ça? Allez, il aurait pu se passer 1 milliard de scénarios. Sans qu'on reste forcément pour autant esclave de Pharaon en Égypte. Comme tu dis, je te rappelle qu'au moment où c'est écrit, il n'y a déjà plus de Pharaon. Fini. La dernière pharaone, Léo. Elle a mal tourné. Il n'y a pas marqué à Vadim Aïnou. Ouais, je suis Vadim, ça veut dire c'est nous, on n'a pas sorti de. Tu dis, ah, en fait, tu rajoutes un mot qui n'est pas marqué. Meshua Badim, Rouchanit, Aïnou, les paroles de Mitzrayim. Non mais d'accord, mais parce que Shiaboud, ça veut dire Shiaboud. Ça collait. Non, Shiaboud, ça veut dire Shiaboud. C'est-à-dire que un des grands problèmes que l'exil nous a fait, c'est qu'on a voulu tellement tout rattacher uniquement au spirituel parce qu'on est devenu chrétien, que pour nous il y avait le matériel, c'est l'égoïsme, le spirituel c'était nous, ce qui est faux, totalement faux. Donc on a commencé à donner des explications à des termes qui sont évidents. Quand on parle, en français, je te parle en français, je te dis l'esclavage. La première chose qui vient à l'esprit c'est l'esclavage spirituel. Ah si, Shiaboud c'est ça. Non, ça vient du mot Eved. Eved, d'abord et avant tout, c'est Eved. Non, attends, halakha, c'est quoi un Eved? D'abord et avant tout en hébreu, Eved, ça veut dire Eved. Nekuda. Après, tu vas me dire là-dessus, toutes les explications ésotériques, elles sont acceptables, il n'y a aucun problème. Aval en mikra yotse midei pshuto. D'abord, il faut que ça colle avec l'explication numéro 1 du texte. Et donc le texte, il te dit que tu seras encore esclave de Pharaon en Égypte. Et ça me pose un problème, parce qu'il n'y a plus de Pharaon. Oui, parce qu'il n'y a plus de Pharaon, parce qu'il n'y est plus. Ah bon? Parce qu'il n'y est plus. Mais je te rappelle que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y avait encore des pharaons. La preuve, c'est qu'il y a un Shishak qui est venu nous prendre la tête juste après Shlomo. Il y a Paro Necho qui est venu, qui a tué Yoshiaou Melech Yehuda, bien après la sortie d'Égypte. Qu'après ça, on a eu encore des incursions de pharaons, que ce soit Amenhotep, ou que ce soit Akhenaton, ou que ce soit Toutankhamon. Il y a eu Cléo. Ah non, mais je reviens sur elle. Parce que Cléo, qu'est-ce qu'elle a pu nous prendre la tête? Elle n'était pas du tout copine avec Hérode. Ah non, pas du tout. Bon, le problème c'est que Hérode c'était le copain de Marc-Antoine et elle couchait avec Marc-Antoine. Conflit d'intérêts, qu'est-ce que tu veux? Non, ça veut dire, on est sorti d'Égypte, il y avait quand même des pharaons. Et pourtant, aujourd'hui on n'a plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? La vérité c'est que cette problématique, elle a été mise en valeur par le Rav Kook et il va donner une réponse. Une réponse qui est assez incroyable. Il dit,
Bémet, si Dieu ne nous avait pas fait sortir de nos ancêtres d'Égypte, alors il ne le dit pas avec ces mots-là, mais il dit que le monde serait rentré dans un freeze. Alors là, Maya, nique pas. On serait gelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique. Il dit que le rayon, l'idée d'évolution. Pourquoi ça nous dérange cette explication que si on n'était pas sorti d'Égypte, alors on serait 3500 ans plus tard toujours esclave de Pharaon en Égypte? Ça nous dérange parce qu'on est des Occidentaux. Et que dans la culture occidentale, l'idée de mouvement, l'idée d'évolution, l'idée de faire améliorer les choses, c'est une des bases de notre société. Il dit le Rav Kook, l'idée même que les choses peuvent évoluer, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. Et il te dit les civilisations, les seules civilisations qui ont pour fer de lance d'avancer, c'est les civilisations qui sont en contact ou qui ont été en contact de près ou de loin, que ce soit par l'intermédiaire du christianisme, avec la sortie d'Égypte. Il dit les civilisations qui n'ont pas été en contact avec la sortie d'Égypte n'ont pas bougé. Et comme exemple, on pourrait citer les civilisations d'Amérique centrale, les Aztèques, Incas, qui n'ont pas bougé d'un iota en 2000 ans jusqu'à ce que Cortés vienne les massacrer tous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé. La civilisation aztèque, elle n'a pas bougé en 2000 ans. Cloum, les mêmes pyramides de madrigotes, d'escaliers, les mêmes sacrifices humains, les mêmes dieux, rien n'a bougé. Mais en quoi les Occidentaux étaient liés à la sortie d'Égypte? Le monde occidental, c'est le monde qui est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la culture judéo-chrétienne. Donc oui, sortie d'Égypte. Mais le Rav Kook, il va donner également l'exemple avec les Chinois. Il dit jusqu'à nous, où il y a un début jusqu'au XXe siècle, la Chine a été complètement écartée du monde occidental. Volontairement, elle ne voulait pas se mêler. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que toutes les inventions que l'Europe a mis en valeur, que l'Europe a découvert depuis la Renaissance, 17e, 16e, fin du 16e, 17e, toutes ces inventions, toutes ces découvertes scientifiques ont finalement amené à ce qu'on appelle la révolution industrielle et la génération d'Internet. Toutes les découvertes depuis la Renaissance jusqu'à maintenant qui étaient faites au 16e, 17e étaient déjà connues en Chine au 11e siècle. Seulement la différence, c'est qu'ils n'en ont pas fait une révolution industrielle. Parce que c'est une mentalité là-bas. C'est pas parce que tu découvres quelque chose de nouveau qu'il faut changer le monde. Qui t'a dit que le monde qui va changer, il sera meilleur que celui que tu as eu déjà? C'est une façon de penser. Et finalement, le Rav Kook vient et termine en disant, je t'ai donné des exemples sur la vie, c'est marqué dans la Torah. Et il nous donne comme exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de Yosef? Vite fait. Ouais. Lui aussi, il a eu un problème avec un pharaon. Et très bizarre, le pharaon de Yosef, on nous dit un truc très bizarre, il a fait un rêve. Alors, je vous demanderai pour jouer le jeu, vous êtes maintenant Khartoumem Mitzrayim. Vous êtes maintenant les plus grands sages de l'Égypte. Et moi je suis pharaon et j'ai un gros problème parce que j'ai fait un rêve, ça fait plusieurs nuits là déjà. Je comprends pas bien, alors messieurs, dames, veuillez m'aider. Alors voilà, je vous explique hein, en 2 mots. Alors je fais un rêve très particulier où au début, il y a plein à manger. Après, il n'y a plus à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tous les Chachmei Mitzrayim, ils disent, je sais pas, je peux mettre une chéla. Et il y en a un qui dit, écoute, j'ai un pote, pour l'instant il est en prison, mais bon, écoute, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas lui. Hein. Bon, écoute, fais-le venir. Il arrive, Yosef, et là, Paro, il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve incroyable. Je t'explique, hein. Au début, dans mon rêve, il y a plein à manger. Après, il n'y a pas beaucoup à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant plus que, en hiéroglyphe, le symbole qui parle d'une vache, c'est le même symbole qui parle de l'année. Ouais, Ça, donc, cette vache, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait beaucoup à manger, après il n'y avait pas beaucoup à manger 7 fois. Et là, Yosef, il lui dit, écoute, ton rêve, ça veut dire qu'au début, il y a beaucoup à manger. Après, il n'y a pas beaucoup à manger. Et la parole lui dit, tu voudrais pas être Premier ministre? Chachnia, temps mort. Quoi, j'ai pas compris. Pourquoi vous riez? Parce que c'est évident. Alors si vous, tout le monde, on a tous trouvé, on est plus fort que des Khartoumim. On est plus fort que des mages égyptiens qui sachent transformer l'eau en sang, tchic-tchac. Pourquoi personne qui a pensé à cette explication effectivement, certes, une explication hors du commun. Mais parce que c'est pas possible quand t'es Khartoum de penser à cette explication-là. Parce que ça veut dire quoi qu'il n'y a pas à manger en Égypte? C'est qu'au début il y aura beaucoup à manger et qu'après il n'y aura pas à manger.
La famine? Pas à manger. Alors pourquoi c'est pas possible pour un Khartoum d'arriver à ça? Parce qu'il y a toujours à manger en Égypte. Pourquoi il y a une famine en Égypte? Qu'est-ce qu'il faut? Que le Nil ne marche plus. Il y a un de ce qui va arriver à la sortie d'Égypte. Et donc c'est exactement ça que dit le Rav Kook. Si jamais on ne nous avait pas sorti d'Égypte, il n'y aurait pas eu cette idée qu'on peut changer le monde. Et là, on a compris ça, très bien, tout va bien, on est pépère, on est lancé, mais il faut quand même faire un petit pic sur la deuxième Haggadah. Vous vous rappelez la Haggadah d'Atit? Suivez bien avec moi le texte. Parce qu'on le connaît tellement par cœur qu'on en oublie ce qui a marqué. Et par là, on terminera pour aujourd'hui. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים. Entre parenthèses, כולנו רבנים, genre on est les rabbins quoi. כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו להניח תפילין. Non, c'est pas ce qui a marqué. Mais c'est une phrase comme ça, elle voudrait rien dire. Parce que je comprends pas. Si raconter la sortie d'Égypte c'est une mitzvah, alors pourquoi il y a un Hava Amina? Pourquoi il y a une idée de penser que les rabbins ils seraient exemptés de cette mitzvah? Là on nous dit, même les rabbins, ils doivent raconter la sortie d'Égypte. Parce qu'ils en parlent tous les jours. Et quel rapport? Bah, quand t'es rabbin... Et je mets les films tous les jours. Oui. Et alors bah, donc, si j'ai une mitzvah de mettre à un moment donné les films, disons que moi je suis un grand rabbin, je mets la tefilin toute la journée. J'ai quand même une mitzvah à un moment donné de mettre les tefilin. Donc ça ne viendrait pas à l'esprit de personne de dire, même les rabbins qui parlent de Shabbat toute la journée parce qu'il enseigne Maseret Shabbat, même lui il doit faire Shabbat. Mais elle nous dit que c'est justement une mitzvah. Mais c'est une mitzvah. Ah non, ouais mais tout le monde, c'est une mitzvah, c'est compté dans la liste des mitzvot, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est une mitzvah le jour de Pessah, le soir de Pessah. Et c'est une mitzvah le soir de Shabbat de faire Shabbat. Oui, et pourtant peut-être que moi je suis un rabbin qui parle de Shabbat toute la journée. Pourquoi tu as un Hava Amina de penser que le rabbin il voudrait pas faire Shabbat? Bah justement, c'est parce que c'est la même chose, parce que faire Shabbat et étudier Shabbat c'est pas pareil. Tandis que Alors que là, étudier... c'est raconter et mais raconter. c'est peut-être la question, je dis pas, je Ah fais ouais. rien. Mais non, mais je comprends pas ce que tu dis. La veille, là, si la veille de Pessah, j'ai Ouais. étudié la Torah et donc j'ai parlé de Yitzhak Mitzrayim qui, tout le nom de la J'ai Torah... pas fait ma mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Parce que c'était pas ce jour-là, mais c'est la même chose. Bah, si j'ai mis ma plata de Shabbat le mardi, j'ai pas fait ma mitzvah de Shabbat non plus. Naron, mais parce Non. Et pourtant t'as aucun Hava Amina de dire, ah, sache que même les rabbins qui mettent leur plata de Shabbat le mardi parce qu'ils ont envie de faire un kiff, même eux ils doivent faire Shabbat. Non, si c'est une mitzvah de faire Shabbat, même le rabbin il fait comme tout le monde, il doit faire la mitzvah. C'est le problème de Korah. C'est le problème de Korah. On a C'est-à-dire un livre dans la maison, on a des beaux-arts, on a plein de... Non. Par quel rapport avec la sortie d'Égypte? Non, mais je dis... Non mais vous comprenez mon problème. Le problème c'est que raconter la sortie d'Égypte c'est une mitzvah. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire même les rabbins sachent qu'ils vont faire, ils doivent faire cette mitzvah là? Parce qu'il y a un but cette mitzvah et j'ai atteint mon but. C'est-à-dire Non, même les rabbins... Les enfants, ils savent. La Sipur Yetziat Mitzrayim, c'est pour comprendre depuis quand on a le droit de regarder dans ce qu'on s'appelle Ta'ameh HaMitzvot? On a une mitzvah parce qu'on a une mitzvah. Après il n'y a pas de question de savoir où est-ce qu'on est dans l'échelon de la connaissance toranique. J'ai une mitzvah, je fais la mitzvah. C'est tout. Sauf que le but, c'est d'enseigner aux enfants. Alors, Si l'enfent, il connaît. Tu le racontes aux Mais enfants, c'est pas quoi, grave. donc les rabbins. Pas grave, s'il n'y a pas d'enfant, t'as quand même la mitzvah de le faire. Voilà, c'est tout. Même à toi tout seul, tu vas te la raconter. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de te dire même les rabbins ils doivent la raconter? Parce que c'est la marque de Rabbi Shmuel, même les rabbins, ils doivent raconter Avad Imaïno. Oh, voilà. Parce que Béhémet, les rabbins, ils sont pas contents de la première version de la Haggadah. Parce que pour un rabbin, c'est plus sympa que qui doivent s'occuper de tous les trucs extérieurs, des impôts, de l'éducation, de la santé, machin. Si c'est Pharaon qui gère tout ça, nous, c'est plus sympa pour étudier la Torah. Mais si maintenant on sort d'Égypte, on va devoir s'occuper de tout ce genre de trucs. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, bien évidemment. Et donc il te dit non, même les rabbins ils doivent raconter la sortie d'Égypte. Shmuel, il était rabbin quand même. D'accord. Mais tu remarqueras qu'on n'a pas mis son nom Rav Shmuel. Non, Sam, je dis rabbin, mais il y en a qui ont compris que c'était ça l'idée. Barreau. Mais c'est un pic sur la deuxième Haggadah, c'est barreau. Maintenant, j'ai raconté la sortie d'Égypte. J'ai dit, Avadim Aïnou le paro b'Mitzrayim, ve'otzianu Hashem elokenu misham be'at chazaka b'zman tuya. J'ai fait mon devoir. Seul problème, c'est que pour moi qui raconte, quand je suis celui qui écrit la Haggadah, ce que je viens de raconter, c'est un événement présent, passé, futur.
Passé. J'ai raconté. Non, là je viens de dire. Avadim Aïnou le parent de Mitzrayim. C'est du passé. Et le problème, c'est que la fin du premier paragraphe me dit Vechol amarbe le saper beitziat Mitzrayim arez meshuba. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui en rajoute. Maintenant, ça vous est déjà arrivé de raconter une histoire que vous n'avez pas vécue mais qu'on vous a transmise? Ouais, ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous pouvez raconter de cette histoire? Ce qu'on vous a raconté. Tu peux pas en rajouter. Le seul qui peut... C'est-à-dire, tu peux mitonner. Oui, tu peux mitonner. C'est nachal. Mais pour de vrai, le seul qui peut en rajouter, c'est qui? Celui qui a vécu les événements. Celui qui a... Ou le Tunisien, on a déjà dit, mais ça, on a dit Malasot, pour de vrai. Celui qui a vécu les événements, lui, il peut en rajouter Ensof. Et donc ça veut dire que si on te demande ici d'en rajouter, alors que tu viens de raconter une histoire au passé, tu n'as plus d'autre choix que de dire, il va falloir que tu racontes maintenant une histoire au présent. Ce qui veut dire que la Haggadah, la première du moins, elle est sur 3 plans. On a commencé sur un plan passé, et la semaine prochaine on va devoir s'attaquer à la Haggadah au présent, et à la Haggadah au futur, pour pouvoir nous faire rentrer dans la deuxième Haggadah. On a du boulot jusqu'à la semaine prochaine. ושיהיה לנו בינתיים שבוע טוב. Mais Agadot reviennent chez moi. Voilà.